Aujourd'hui, c'est la première partie de ce qui est sans doute le plus gros projet de la chaîne. Graouh les gens, vous allez bien, c'est Legoshi et Legoshi. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais hâte de faire et de vous présenter. Vous le savez sans doute, je suis un grand fan de JoJo's Bizarre Adventure. J'ai fait quelques vidéos vite fait dessus, mais jamais de présentation complète de l'œuvre et de son auteur. J'ai donc décidé de remédier à ça et d'entamer une série de vidéos qui présentera tout d'abord Hiro Lucky et l'avant JoJo's et les JoJo's partie par partie. Il y aura d'abord du coup cette vidéo sur l'avant JoJo's et la partie 1, puis une vidéo partie 2, partie 3, une vidéo partie 4, partie 5, une vidéo partie 6, partie 7 et une vidéo partie 8, partie 9. Donc que vous soyez fan ou non de JoJo's, j'espère que les vidéos vous plairont. N'hésitez pas à vous abonner pour n'en rater aucune. Ce serait bête de commencer et de rater les suivantes. JoJo's Bizarre Adventure, c'est une œuvre culte qui a marqué l'histoire du manga au Japon. Que vous aimiez ou non, que vous détestiez ou que vous adoriez, c'est une œuvre qui a marqué son temps. Et elle existe depuis un moment. Elle a fêté ses 38 ans le 1er janvier 2025. Quand même. Avant de parler de JoJo's, on va donc s'attaquer à l'avant JoJo's. Comment Hiro Lucky en est arrivé là? Pour cette vidéo, je me suis renseigné un maximum et j'ai été aidé du coup par ce livre, JoJo's Bizarre Adventure, le diamant inclassable du manga de Federico Anzalone, paru chez Third Edition. C'est pas un partenariat rien, c'est juste pour vous dire que ce livre est absolument génial. Donc, si vous êtes fan de JoJo's, c'est un livre à découvrir et c'est là-dedans que j'ai puisé la majorité des infos que je vais dire dans cette vidéo. Hiro Lucky n'est pas le véritable nom de l'auteur. Il s'appelle en réalité Toshiyuki Araki. Et il a été nourri à la culture occidentale dès son plus jeune âge, très rapidement. Il s'est très vite passionné par l'art pour échapper un peu à ses sœurs tyranniques. Il se réfugie dans les livres d'art, un monde qui le passionne et qui lui permet un peu d'échapper à son quotidien. Et il commencera à dessiner très tôt, à l'âge de 6 ans. À 6 ans, il commençait déjà les histoires d'hommes musclés qui combattent des méchants très musclés. Enfin, vous avez compris, la musculature, déjà, c'est déjà son truc. Ses amis d'école furent ses premiers lecteurs. Et ça va faire naître chez lui une véritable vocation. Quelques années plus tard, à la porte des années 80, Toshiyuki Araki va présenter à la Shueisha, qui était déjà très en vogue à l'époque, un manga. Ne vous affolez pas, c'est pas JoJo's, il y a plein de trucs avant. Il s'agit de Buso Poker, son tout premier récit. Il sera encouragé par Ryosuke Kabashima, qui deviendra plus tard son responsable attitré. Et il présente lors du 20e prix Tezuka une version de 31 pages de son histoire. Il terminera second. L'histoire étant qualifiée par le jury de divertissante, mais de mal dessinée. Oui, on est encore loin du style de JoJo's, très loin. Le 5 janvier 1981, Buso Poker paraîtra dans le Shonen Jump, et après ça, ça va pas très bien se passer. Araki va traverser une phase assez compliquée. Il va beaucoup galérer, enchaîner les échecs. Bref, vous avez compris, ça le fait pas trop. 2 histoires cependant seront publiées, mais tout comme Buso Poker, ne donneront pas suite à une série et s'arrêteront au stade de simple one-shot. Il s'agit de Outlawman et de Virginia ni Yoroshiku. On va pas trop s'étaler sur ces 2 histoires, il n'y a pas grand-chose à ajouter là-dessus. En tout cas, pas grand-chose qui mérite de s'étaler dans cette vidéo. Par contre, sa prochaine œuvre, ça m'intéresse beaucoup de vous en parler. Parce que c'est une œuvre que j'ai beaucoup aimée en plus. Il s'agit de Magical BT, qui va être un véritable tournant dans la carrière de l'auteur, vu que c'est la première œuvre qu'il signera Hiro Lucky. Mais la série va mettre 2 ans à se lancer, parce qu'il y a quelque chose qui coince. Le côté diabolique du héros, tout d'abord, et aussi l'acronyme BT, qui est le nom du personnage. Ça va rendre la Shueisha très frileuse, pour pas dire complètement hésitante. BT est un manga anticonformiste, très loin des standards du Jump, avec son personnage prêt à tout pour arriver à ses fins. BT est un personnage qui s'éloigne fortement de ce que proposaient les Jump à l'époque. Magical BT est malheureusement un échec commercial. Parce que oui, déjà à l'époque, quand tu sors du lot, t'as du mal à trouver ton public. Magical BT, c'est l'histoire d'un petit magicien qui va utiliser tout ce qu'il peut pour obtenir ce qu'il veut.
Et forcément, un personnage comme ça, très manipulateur, un peu avec un mauvais fond, ouais, ça n'a pas plu aux lecteurs de l'époque. Magical BT avait beaucoup de qualités, a beaucoup de qualités. Mais dans le contexte de l'époque où il est sorti, ça a pas pris. Mais Hirohiko Araki ne lâche rien. Après Magical BT, il va sortir Bao. Avant de parler en détail de Bao, je vais vous lire le synopsis de ce dernier. À la suite d'un accident de voiture, le jeune Ikuro Ashizawa devient malgré lui le sujet d'un projet militaire top secret du gouvernement japonais, nommé Bao, et dirigé par le docteur Kasumi Nome. Le laboratoire d'Oles, Juda, de la version française, lui injecte le parasite cybernétique, Bao, qui donne à son hôte, lorsque celui-ci est menacé, des pouvoirs et des facultés hors du commun. Alors qu'Ikuro commence à comprendre ce qui lui arrive, il utilise ses nouveaux pouvoirs pour se débarrasser des sbires de Doles, qui cherchent à l'éliminer. Alors qu'il tente de sauver Sumire, Violette, en version française, une jeune fille retenue en otage par Doles, Ikuro devra affronter le cyborg Dordo et Walken, un indien parasité qui a des pouvoirs psychiques terrifiants. C'est la première série de l'auteur à être parue professionnellement, avoir un côté très musclé. Hirohiko Araki s'éloigne un peu du côté Tezuka de Magical BT. Parce que c'est vrai que j'ai pas trop parlé des dessins de BT. BT a un côté plus Tezuka, comme je viens de le dire, un peu enfantin, pour essayer de coller un peu avec les standards actuels, mais il s'en est éloigné avec l'histoire, du coup, ça n'a pas pris, comme je l'ai dit. Ici, on est plus proche d'un style à la Tetsuo Hara. Vraiment très musclé, antagoniste très musclé, protagoniste très musclé, ça se tape sur la tronche. Et c'est un peu pour ça qu'on lit. Je dis Tetsuo Hara et pas JoJo's. Parce que oui, le style n'est pas encore très JoJo-esque. Vraiment pas. En tout cas dans les dessins. Parce que Bao est très intéressant pour le lien qu'il entretient avec JoJo. Bao est un peu considéré comme la prémisse de JoJo. On voit dans Bao certaines mimiques, certaines poses, les fameuses JoJo poses. Elles sont déjà là, plus ou moins. Dans Bao, il y a vraiment ce côté stand, qu'il y aura bien plus tard dans JoJo du coup, parce que JoJo ne commence pas avec les stands, on en reviendra un petit peu plus tard. Mais quand on voit la transformation de Bao, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il avait déjà un peu le style des stands dans sa tête. Bao a tout d'un stand. Vraiment. Vous voyez la version transformée de Bao, ça aurait clairement pu être un stand de JoJo's Bizarre Adventure. Même dans l'histoire, il y a un petit côté loufoque, un petit côté ouais, qui sort déjà du lot. Bao est vraiment un avant de JoJo's. Bao est considéré comme beaucoup comme les prémices de JoJo's, comme je l'ai dit. Et c'est vraiment pas pour rien. D'ailleurs, c'est pas pour rien que Bao est disponible en perso jouable dans un jeu de combat de JoJo's Bizarre Adventure, All Star Battle Air. Pour vous dire à quel point Bao entretient un lien très proche avec JoJo. Et enfin, Bao connaît un véritable succès. Tellement qu'il aura une adaptation animée de 48 minutes. Malheureusement inédite chez nous. Dommage. Donc si vous êtes fan de JoJo's et que vous n'avez jamais lu Bao, il faut vraiment lire Bao. Vous verrez, vous reconnaîtrez un peu la patte JoJo's dedans, sur certains points. Après tout ça, Hirohiko Araki va voyager à Rome. Ouais, je vois déjà les fans de JoJo's sourire derrière leur téléphone, écran, smartphone, ce que vous voulez. En Italie, il va donc faire une rencontre qui va changer beaucoup de choses pour lui. Cette rencontre n'est pas avec une personne, mais avec un style d'art bien particulier, la sculpture baroque. Cela va grandement l'influencer pour beaucoup d'aspects, notamment les fameuses JoJo poses. Parce que les mouvements de hanches, les mouvements, la fluidité qu'il y a dans la sculpture baroque, ça va lui donner beaucoup d'idées. Comme j'ai dit, les JoJo poses sont présentes plus ou moins dans Bao, d'une certaine manière. Mais après ce voyage en Italie, elles vont prendre une forme bien plus concrète dans la tête de Hirohiko Araki. L'art en particulier va beaucoup influencer Hirohiko Araki. Il va beaucoup puiser dedans pour JoJo's. Mais c'était déjà un peu le cas pour Bao. La couverture de Bao rappelle le style de Antonio Lopez, un artiste portoricain connu dans l'illustration de mode. Je ne connaissais absolument pas cet artiste. Et je me dis cette image pour vous voyez un peu la comparaison. Puis vint pas de JoJo's. Il y a encore quelque chose avant. Il s'agit de Gorgios Irene. C'est un manga en 2 chapitres qui tranche beaucoup à ce que faisait l'auteur habituellement. Ici, pas d'homme musclé, de personnage principal bien viril, mais une héroïne. C'est une première pour Hirohiko Araki.
Et ce serait une première pendant un petit moment. Ce sera la seule héroïne de ses œuvres jusqu'à une certaine Jolene Cujo d'un certain Stone Ocean. Mais ça, on y reviendra dans une prochaine vidéo. La raison est toute simple, hein. À cette époque, Hirohiko Araki pensait qu'une protagoniste féminine, ça collait pas dans ses œuvres. Du coup, il n'en mettrait plus. Jusqu'à Jolene. Encore une fois, Araki puise dans ses nombreuses références. Cette fois, c'est au tour de Tony Vitamontes, et notamment une couverture de Vogue d'être référencée. Mais de quoi ça parle, Gorgeous Irene? Irene est une assassin professionnelle. Son secret est qu'elle est capable de se transformer en n'importe quel type de femme, avec son pouvoir de maquillage. Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, Irene se bat pour le bien. Gorgeous Irene nous offre un avant-goût de JoJo's avant l'heure. Le style de l'auteur devient presque définitif, et c'est cette patte qui le distingue tant que l'on commence à voir apparaître. Gorgeous Irene est un manga très cool, très prenant. Vraiment, avec, je pense, Bao et Magical BT, c'est ces œuvres de jeunesse que je préfère. Je pense même avoir une préférence pour Gorgeous Irene pour un détail que je peux pas trop dire. Mais Gorgeous Irene va influencer, bien plus tard, une certaine Jolene Cujo. Vous l'avez un peu vu venir, celle-là. Et donc, après Bao, Gorgeous Irene, Hirohiko Araki s'est enfin trouvé et va pouvoir entamer ce qui nous intéresse le plus ici. JoJo's Bizarre Adventure voit son premier chapitre publié le 1er janvier 1987. On va commencer simple, comme d'habitude. De quoi parle JoJo's Bizarre Adventure? La fin du 19e siècle. Lord Joestar voit arriver dans sa maison le jeune Dio Brando, le fils d'un homme dont Joestar pense qu'il lui doit la vie. Reconnaissant, il décide de l'adopter. Mais le jeune homme s'avère bien ambitieux et n'a pour seul but que de s'emparer de la fortune des Joestar. Dio fera alors tout pour nuire au fils de Lord Joestar, Jonathan. Cette première partie, qui prendra le nom de Phantom Blood bien plus tard, parce que oui, à la base, elle s'appelait juste JoJo's Bizarre Adventure, se terminera en 5 volumes et commencera avec des problèmes. En effet, le magazine de prépublication se montre encore une fois frileux, et c'est pour des raisons bien précises. Déjà, les personnages étrangers. Ah oui, ça peut être bizarre dit comme ça, mais je vais vous expliquer. À notre époque, ça peut vous paraître un peu absurde de dire que des personnages qui sont du coup étrangers, pas japonais, c'est une raison suffisante pour être frileux. À l'époque, c'était le cas. Pour la Shueisha, les personnages étrangers, c'est dans les shoujo qui sont, pas dans les shonen. Une première transgression qui montre bien où Hirohiko Araki veut emmener son manga. JoJo's Bizarre Adventure va oser transgresser, sortir de la norme. Il veut rien respecter. Il veut faire de JoJo's un manga pas comme les autres. Et croyez-moi, il va y arriver. Et il va d'ailleurs continuer dans sa foulée en donnant une nouvelle sueur froide à son éditeur, en cassant un nouveau code du shonen de l'époque. Son personnage principal va se faire humilier non-stop. En tout cas, une grande majeure partie de l'œuvre. Ça, à l'époque, ça court pas les rues et ça plaît pas trop à la Shueisha. Bizarrement. Jonathan, c'est notre héros ici. C'est d'ailleurs le premier Jojo. Oui, parce que au cas où vous ne savez pas, Jojo, ça a un sens. Jonathan, Joestar. C'est pas compliqué à comprendre, je pense. Jonathan va se faire humilier à de multiples reprises par Dio, l'antagoniste de cette partie, entre autres. On en reparlera de ça. Ouais, parce que Dio, c'est un peu un fil conducteur pendant un long moment dans l'histoire de JoJo's. Mais ça, c'est une autre histoire. Du coup, sueur froide, les lecteurs frileux, mais l'aventure continue. On va revenir 2 secondes à Dio d'ailleurs. C'est un peu une version adulte de BT. C'est un personnage qui va arriver à ses fins et qui va tout utiliser pour y arriver. Mais c'est pas fini, car encore une fois, JoJo's casse les codes du shonen de l'époque avec un rouleau compresseur. T'as la ref ou t'as pas la ref là? Il va inverser le schéma du shonen neketsu de l'époque. À savoir, un héros défendant la justice, avec des grandes valeurs. Il peut protéger les siens contre un méchant pas beau, cruelles intentions qui veut dominer le monde, parce que de toute façon, le monde il est moth et le héros aussi. J'ai bien dit, shonen neketsu de l'époque, années 80. C'est plus le cas aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de schéma. Presque plus. Mais ici, dans JoJo's, on a Jonathan,
qui est un noble, qui veut juste vivre sa vie de noble, qui est assez plat et qui a un sens de la justice proche du zéro absolu ou presque. Lui, il veut juste vivre sa life et qu'on lui foute la paix. Et de l'autre côté, vous avez Dio, qui arrive dans cette famille, qui se bat pour obtenir ce qu'il estime avoir le droit d'avoir de droit. C'est très bizarre comme phrase, non? Enfin bref, il veut tout ce que possède la famille Joestar. Et il va tout donner avec sa psychologie ultra travaillée. Clairement, dans la première partie de JoJo's, l'antagoniste est plus travaillé que le protagoniste. Vous voyez la différence entre le schéma habituel et ce que propose JoJo's Phantom Blood? Il y a une grosse différence, hein. Hirohiko Araki aime inverser les codes, faire à sa manière, et qu'on lui fout la paix. Et cette inversion des codes va marcher durant la grande majeure partie de l'œuvre, on va dire une bonne grosse moitié. Il y a ce schéma d'inversion, jusqu'à un événement précis où on arrive, entre guillemets, au combat final de la partie 1. J'ai dit 5 tomes, hein. Vous avez jusqu'à derrière, combat final vite fait. Hein. Dio est un parfait antagoniste. C'est pas juste un méchant pas beau qui veut dominer le monde, c'est un personnage égoïste qui est ultra badass, charismatique et qui va faire une chose intelligente que peu de méchants de shonen de l'époque faisaient, je pense, faire évoluer le protagoniste. Parce que oui, dans un shonen neketsu classique des années 80, le protagoniste a déjà des valeurs, un sens de la justice. Il sait déjà ce qu'il veut, il veut protéger le sien, protéger le monde. Mais là, Jonathan va évoluer au contact de la rivalité qu'il a avec Dio. Dio fait de Jonathan une meilleure personne. Sans Dio, Jonathan serait juste resté un petit con de noble. Parce que c'est exactement ce qu'il est au début, on est d'accord, hein. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans cette première partie de JoJo's Bizarre Adventure. La dualité entre Dio et Jonathan est l'une des plus intéressantes et travaillées que j'ai vues de ma vie. Et j'exagère zéro. La première partie de JoJo's est extrêmement riche et intéressante. La première partie de JoJo's a un twist où il amène le récit dans une dimension fantastique. Vas-y, c'est plus du spoil, t'as vu de quand il date le manga? Puis je vous rappelle qu'après il y a des stands. Donc bon, la dimension fantastique. Parce que Dio va faire ce qu'il pense être juste. Renoncer à son humanité. Renoncer à ce qui fait de lui un être humain. Ses émotions, il en a pas besoin. Dio est un antagoniste réussi. Vous avez remarqué que je parle beaucoup de Dio depuis tout à l'heure. Assez peu de Jonathan. Dio devait être le héros de cette histoire. Mais la Shueisha n'a pas voulu. C'est une des seules choses à laquelle Hirohiko Araki a dû se plier. Et croyez-moi, ça se ressent que Dio devait être le personnage principal. Dio est beaucoup plus travaillé que Jonathan. Je vous ai parlé d'un combat tout à l'heure, un combat final. Bon, on va parler des combats vite fait. Les combats, ils sont dingues. La partie pleinement action de cette partie, mais la partie a un peu action de cette partie. Elle a un peu de temps à arriver. Les vrais combats mettent un peu de temps à arriver. Et ici, pas de stand. Non. C'est dans votre tête, JoJo's, c'est stand. Sachez que les stands arrivent à la partie 3. Ici, on parle d'onde. L'onde est une forme de combat qui permet à Jonathan de se défendre. Et c'est une forme de combat qui est très intéressante. C'est un peu les prémices des stands. Disons, pour faire simple, que l'onde est l'avant-stand. On va dire ça comme ça. Les combats sont agréables à suivre et franchement, ça n'a pas pris une ride. C'est fluide, c'est beau. Tu t'en prends plein la tronche. Phantom Blood est un régal pour les scènes d'action. Les combats sont très chorégraphiés. Il y a les JoJo poses qui commencent déjà à arriver très tôt dans l'aventure. Du coup, dans la partie 1, les JoJo poses sont déjà là. Hein. Il y a aussi les fameuses répliques qui deviendront cultes au fur et à mesure des années. Vraiment, l'ADN de JoJo's est déjà bien là. Il y a juste le style esthétique qui n'est pas encore vraiment là à 100%. Esthétiquement, Phantom Blood est magnifique.
mais ça n'a pas le style définitif de JoJo's, je trouve, qui arrivera plutôt vers la fin de la partie 2, début de la partie 3. Mais c'est déjà très beau esthétiquement, et vous l'aurez deviné, j'aime beaucoup cette partie. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Beaucoup de fans de JoJo's sautent cette partie pour aller directement à la 3e. Ouais, ils sautent aussi à la 2e. Ouais. Pourquoi? On y reviendra plus tard. Mais certains pensent que cette partie est datée 1987. 38 ans. Sans déconner, Sherlock. Oui, la partie 1 de Phantom Blood n'a pas la patte que tout le monde parle de JoJo's. Il n'y a pas les stands, il y a moins la loufoquerie qui arrivera plus tard. Mais cette partie est indispensable. Parce que on va parler d'un truc tout de suite pour mettre les points sur les i. JoJo's, ça se lit dans l'ordre. Scénaristiquement, cette partie est importante. Les parties de JoJo's ne sont pas si indépendantes que ça. S'il y a une suite, un ordre, il faut respecter cet ordre. JoJo's Bizarre Adventure, c'est une aventure, sans déconner, qui montre l'évolution de la famille Joestar, génération après génération. Il faut suivre JoJo's dans l'ordre, par pitié. Scénaristiquement, c'est dingue. La dualité entre Dio et Jonathan est incroyable. Esthétiquement, c'est déjà dingue. JoJo's Bizarre Adventure, avec la partie 1, a déjà marqué l'histoire. JoJo's n'est pas un manga comme les autres. JoJo's veut déformer les codes, les faire à sa manière, sortir du lot. JoJo's Bizarre Adventure, comme son indique, est une aventure bizarre, dans tous les sens du terme. Son époque victorienne dingue va faire de Phantom Blood l'une de mes parties préférées. Parce que c'est les prémices d'un univers que j'aime beaucoup. Du coup, JoJo's Bizarre Adventure Phantom Blood se termine en 5 volumes. C'est donc le début d'une grande aventure. Et quelle aventure, les gens! Et voilà, c'est fini pour cette première vidéo consacrée à JoJo's Bizarre Adventure et son auteur Hirohiko Araki. J'espère que ça vous aura plu. Il y aura une vidéo sur JoJo's tous les mois. J'essaierai en tout cas de faire une vidéo sur JoJo's tous les mois. Si j'arrive pas à tenir tous les mois, ce sera tous les 2 mois. Mais on va déjà essayer tous les mois. Je vous préviendrai si ça change. La prochaine sera donc consacrée à la partie 2 et 3, à savoir Battle Tendency, que l'assistant aime bien appeler Bataille en Dancy, et la partie 3, Stardust Crusader. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Ça m'a pris un sacré temps de travail. Ça m'a pris pas mal de recherche, d'écriture. C'est un projet qui me tient beaucoup à cœur. C'est vraiment un projet que je voulais faire. Et c'est enfin là. N'hésitez pas à me dire en commentaire si la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu JoJo's. Voilà. Je précise également, parce que je ne l'ai pas précisé, mais les œuvres de jeunesse de Hirohiko Araki, Magical Beatty, Gorge Sirène, sont disponibles dans un coffret qui s'appelle Les Aventures Bizarres de Hirohiko Araki. Juste là. Voilà. Donc, vous pouvez les trouver en France. Vous pouvez les découvrir. Vous pouvez lire ce qui s'est passé avant JoJo's. Et il faut vraiment le faire. Parce que c'est dingue. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux. Tout est en barre d'infos descriptif juste en dessous. De même que le lien du Discord si vous voulez nous rejoindre. Et, bien évidemment, abonnez-vous. Mettez la cloche pour ne rien rater. Si vous ratez des trucs, et ben c'est pas gentil. Non. Et likez et partagez la vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir que vous partagez cette vidéo à des gens qui sont fans de JoJo's ou non. Parce que c'est bien de faire découvrir aussi JoJo's aux gens. Découvrir aux gens en général. Lisez des mangas, regardez des animés, mais surtout lisez des mangas. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine. Bye bye. Tchou. Et tchou tchou.